Histoire au coin du D20, présenté par Nurgle et Gilus, nos meilleures histoires de jeux de rôle. Hearthstone première édition, un épisode très attendu. Présentation de quelques personnages et de quelques aventures dont nous nous souvenons. Publication originale sur YouTube en octobre 2021, avec une musique d'intro et d'outro par Maxime Lenoz. Alors bonjour ou bonsoir si vous êtes à table. Nous revoici pas tard pour une fois. Oh si, ça fait des années qu'on ne s'est plus vu. Ça fait des années qu'on promet de parler d'Hearthstone. Et vous savez pourquoi on ne l'a pas fait jusqu'à présent? Parce qu'on n'a pas grand-chose à en dire. C'est vrai, c'est vrai. Je n'ai pas encore le timing de cette vidéo, mais j'ai pas l'impression qu'elle va durer très longtemps. Oui, mais tu sais, quand on dit ça, habituellement, on fait des émissions qui durent 1 heure, donc voilà. Et donc, ça va? Vous êtes avec bonnet à Gobelin Moqueur, hein? Vous avez plutôt intérêt. J'en parlerai à la fin de la vidéo. Parce que c'est un méchant. Non, on s'est dit... j'ai failli commencer en faisant « Et nous revoilà bien vite », mais il y a déjà des youtubeurs qui utilisent cette phrase. Et donc, en fait, on s'est dit voilà, qu'on allait faire cette petite émission à l'improviste. Avec une lumière dégueulasse. Avec une lumière dégueulasse. Moi, je m'en fous, c'est toujours l'air dégueulasse. Pour parler de Hearthstone, un truc qui est devenu un peu une private joke entre nous. Ce jeu de rôle qui a été masterisé par 3 de nos maîtres de jeu, quand même. Donc il y a moi, David et Sky. Et Sky à une époque. Mais un jeu de rôle dont on n'a pas énormément de super anecdotes ou de grands souvenirs. C'est pas, on va pas vous refaire des trucs épiques comme Feddington ou je crois qu'il va y avoir aussi des répétitions de choses qu'on a dites dans ma première fois. En parlant de répétition, la bière du jour c'est la Saint-Bernardus et je crois que c'est une qu'on a déjà faite. Mais bon. Ah ben, on le dira pas, hein. C'est tout ce que j'ai trouvé. Et donc, Hearthstone. Déjà, en fait, je crois que le plus intéressant que Wizard, c'est d'écrire l'univers. Et donc, et même la genèse de ce jeu qui est assez étrange et intéressante. Et sans oublier que quand j'ai regardé tout à l'heure, parce que je... Santé. On en reparlera après. Un grand moment de silence quand on boit la bière. Elle est bonne. Ouais, toujours très bonne. Oui, donc j'ai un petit peu recherché des informations sur certains termes, certains noms de races, des trucs comme ça. Et je crois qu'il y a au moins 4 éditions d'Hearthstone. Et nous, on va parler de la première édition. Et j'ai aucune idée de ce qu'ils ont fait après. Oui. Pour moi, Hearthstone, ça a toujours été le jeu de rôle qui est la version remédiévalisée de Shadowrun. Alors, il y a un parallèle très intéressant entre Hearthstone et Shadowrun. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est la même boîte. Je pense, puisqu'il y a des crossovers. Ce que je peux dire de manière certaine, c'est que il y a une série de bouquins, je ne sais plus comment ils s'appellent, qui commencent dans Hearthstone et qui finissent dans Shadowrun avec des personnages immortels. Parce que c'est une histoire... Les deux partent du principe de la descente et de la remontée de la magie. Moi, j'allais un peu dézoomer, comme j'aime bien dire, en disant que je pense qu'il y a des auteurs et des scénaristes qui, un jour, ont eu l'idée géniale de faire un monde cyberpunk, mais avec des races médiévales, Medfan. Et donc, c'est devenu Shadowrun. Et puis, à un moment, ils se sont dit, mais en fait, notre système de jeu et nos règles et nos... C'est pas du tout le même système. Hein. C'est pas le même. Ah oui, non, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Et à un moment, ils se sont dit, mais on a les races, on a le look, on a les illustrateurs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une vraie édition médiévale fantasy de ce setting, quoi. C'est un peu supposition ce que tu fais là. Que les experts dans les commentaires nous disent est-ce qu'on se trompe complètement. Oui. Je sais qu'il y a des parallèles entre les deux, mais est-ce que c'est la même maison d'édition? Est-ce que ce sont les mêmes auteurs? Je n'en sais rien. Ça. Eh bien, tu le saurais si tu avais fait tes recherches. Mais on ne fait jamais de recherche dans l'histoire au coin des vins. L'histoire au coin des vins, c'est une émission de ragots et de papotage. Exactement. Et de clash. Donc effectivement, Goldos nous écoute. Ce que je dis n'est absolument pas vérifié, c'est mon intime conviction. Et donc... des livres qui commencent... C'est vrai que donc il y a quelque chose. Si on a complètement tort, on va encore se faire engueuler par les voyeurs. Oui, ce ne sera pas la première fois. Donc allez voir dans les commentaires si on raconte n'importe quoi. Voilà. Est-ce qu'on présente l'univers avant tout? On peut présenter l'univers. Avant de parler des noms complètement débiles de certains trucs. L'univers,
le grand principe de Earthdawn, c'est la fin du monde qui a un nom bien précis que j'ai oublié. Oui, c'est pas le grand chambardement. Le- Bref. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait pas faire cette émission, c'est parce qu'on se souvient plus de rien. Oui, et en plus du reste, et ça c'est un peu pour nous excuser à l'avance, j'ai cherché le bouquin et je ne l'ai pas retrouvé. Non. Et pourtant j'ai trié tous mes livres de jeux de rôle dernièrement, j'ai retrouvé les extensions du livre de base, mais j'ai pas retrouvé le livre de base. Et donc, mais, bref, le setting de Earthdawn. C'est un monde médiéval fantastique relativement général. À la base, c'est un monde générique avec des elfes, des nains, des trolls, des ogres. Un jour, tous les devins du monde prédisent qu'il va y avoir un grand bouleversement. Il va y avoir l'apocalypse, quoi. Voilà, il va y avoir l'apocalypse. Et la seule solution pour s'en sortir, c'est de descendre sous terre pendant un siècle, je pense. Je crois que c'est... C'est encore plus. C'est plus. Je crois que c'est les seuls qui pouvaient potentiellement... Parce qu'il y a eu plusieurs générations. En gros, toutes les races de ce monde médiéval fantastique se retrouvent à devoir aller chez les nains. Et aller s'enterrer chez les nains. Les cairns, je pense. Non, dans les cairns, voilà. Ouais. En se barricadant, en attendant que l'apocalypse... Voilà. Qui crée des monstres, qui va tout bouleverser. Qu'est-ce que c'est l'apocalypse? Ce sont les horreurs. Ça, c'est un terme dont je me souviens. Voilà. Les horreurs, ce sont des créatures absolument intuables. C'est un petit peu genre des grands anciens de Cthulhu. Vraiment, en fait, ils sont jamais bien décrits et il y a très peu d'horreurs auxquelles on donne des caractéristiques. C'est très intéressant parce que, basiquement, le principe d'Earthdawn, c'est une horreur est imbattable. Mais tu as fait un bon parallèle, c'est... Pour les êtres de Earthdawn, c'est comme si, en gros, tu avais Cthulhu, Shub-Niggurath, Yog-Sothoth et tous les grands anciens du monde de H.P. Lovecraft qui se réveillent et qui commencent à semer la pagaille, la folie, les mutations et le chaos, mais même au sein de la nature, quoi. Les plantes se transforment en choses agressives, faites de minéraux, enfin bref. Et donc, les elfes, les nains, les humains, il y a les sylphelins, les obsidiens. Les obsidiens, les tskrang. Les orques et les trolls. Les orques et les trolls. Tout ce petit monde doit partir sous terre. Va rester pendant des siècles sous terre. Et dans mon souvenir, les seuls qui avaient une assez bonne longévité que pour être entrés dans les bunkers, dans les cairns au début et en être ressortis vivants, c'était les elfes. Alors, et les elfes, ils vivent genre 1000 ans, donc à mon avis, c'est des générations et des générations qui ont passé leur vie. On parlera après des elfes de sang, que je trouve l'un des éléments les plus intéressants cet univers, et qui ont des reines avec des noms particuliers. Donc on reviendra là-dessus plus tard. Mais les elfes de sang, ils sont cool. Si vous aimez le genre émo, torturé. Mais donc... Voilà, et en fait, le jeu Earthdawn commence quand les oracles... les horreurs sont parties. On dirait que les horreurs sont parties, mais en gros, le monde est à redécouvrir, puisque tout a changé, même Tout a été détruit. Tout a été détruit. Les cairns s'ouvrent, et donc évidemment, toutes les races se sont alliées. Oui. Parce qu'avant, les orques se battaient avec les humains, les trolls avec les nains, voilà, et c'était la guerre, comme tous les univers fantastiques. Et ils se sont dit, on doit s'allier contre cette menace commune. Coucou l'humanité, on fera pas ça pour le changement climatique, je pense. Donc nous, on va crever, mais c'est pas grave. Ah, si ça se trouve, les horreurs... il suffirait d'une créature Lovecraftienne qui arrive et ça unirait toute l'humanité. Voilà. Mais moi, probablement que je rentrerais dans le culte de Shub-Niggurath. Ça me semble plus sage. Ouais. Et oui, donc voilà, c'est ce principe qu'on redécouvre ce monde abandonné, qui a évidemment des anciennes ruines qui ont été corrompues par les horreurs. Parfois, il y a encore quelques horreurs qui rôdent. Horreur mineure. Voilà, Earthdawn est un excellent setting. Ouais. Parce qu'en fait, le monde entier est un donjon inexploré. Ouh, c'est beau ce que tu dis là. En gros, la seule chose, même entre cairns, bon, ils se sont peut-être envoyés quelques messages grâce à la magie, mais il y a... en fait... Il y a des cairns qui ne sont pas ouverts. Ça vient de me tomber dessus, c'est Fallout. Ce sont des gens qui sont restés pendant des générations entières dans des bunkers.
et qui doivent redécouvrir un monde qui est devenu complètement dingue. Et il y a de ça. Et c'est un Fallout médiéval, en fait, Earthbound. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de concepts intéressants, par exemple, simplement des cairns qui ont refusé d'ouvrir leurs portes. Oui. Parce qu'ils se sont dit, ouais, les oracles disent que c'est fini, mais on n'est pas sûr. On va attendre un siècle de plus pour être sûr. Oui. Et des machins comme ça. Parce que voilà, donc c'est simplement le cairn des PJ qui s'est ouvert et qui s'est dit, bon, ben, maintenant il est temps de repartir à l'aventure. Mais donc il y a ce côté, les ruines de l'ancien monde, les étrangetés causées par les horreurs. Oui, sans oublier, encore plus intéressant en termes de donjons, des cairns qui ont été, de protection magique, ont été brisés. Voilà, et donc des cairns qui sont hantés de créatures horroresques. Voilà. Et donc, très bon setting, ouais. Et voilà. Et puis... il y a toute une histoire, c'est pas le premier jeu de rôle à faire ça, ni le dernier, je pense un petit peu Exalté par exemple. Mais parce que tu as ce côté un petit peu, les classes ont un côté un petit peu magique. Dans le sens où tu vas genre avoir... Les classes, ça s'appelait discipline. Oui. Et donc, tu vas être de la discipline forgeron. Mais tu vas être un forgeron, mais en même temps, tu vas être directement un peu un fabricant d'objets magiques. Et via tes compétences, tu crées mieux que ce qu'une personne normale ne pourrait faire. Je sais plus s'il y avait... Parce qu'il me semble qu'il y avait vraiment les disciplines, il y avait de tout. Il y avait beaucoup. Et genre, je crois qu'il y avait une discipline d'artiste ou quelque chose comme ça. Tu pouvais être... un guerrier ou un prêtre, mais il y avait genre 5 ou 6 classes de magiciens. Ouais, tu avais l'élémentaliste, nécromancien. Et donc voilà, donc tu pouvais vraiment trouver un truc qui... Il y avait cavalier, par exemple. Mon premier personnage, et d'ailleurs là-dessus je pense qu'on va commencer à parler de la première campagne de Earthbound, de David. Oui. Alors, avant, je vais... Alors, avant, je vais... Je vais juste vous raconter les noms qui m'ont absolument fait triper dans Earthbound. Je me souviens qu'on essayait de vendre Earthbound à une époque, et il y avait des noms de dieux qu'on évitait. Mais alors, donc, t'as pas vraiment de classe de prêtre dans Earthbound, mais tu pouvais choisir d'être le disciple d'un dieu, et je crois que genre t'avais quelques compétences en moins, ou je suis pas certain, mais tu devais suivre certaines disciplines, t'avais des petits pouvoirs très mineurs. Et l'un des dieux, je crois que c'était le dieu du voyage ou du commerce, ou c'était une espèce d'Hermès, il me semble. Le nom de ce dieu, c'était Floranus. Et donc, il faut imaginer qu'on est ado, dans la cour de récré, on essaye de vendre un jeu et tout, et puis moi je joue un prêtre dans Donjons et Dragons. C'est quoi les dieux dans ton jeu? Ah il y a machin. Floranus, le dieu du voyage, comment il s'appelle? Floranus. Alors. Et ce n'était que le début de la rigolade. Mais nous l'appelions Floranu. Non, en fait, on l'appelait Florarius. Florarius. Moi, on l'avait changé en Florarius. En fait, je comprends même pas parce que même en anglais, bon, et moralité, je vais juste vous parler des elfes de sang. Parce avoir une bonne flore dans son anus. Quoi. Voilà, il y a toute une campagne, on avait fait une campagne sur les elfes de sang qui était très intéressante. Les elfes de sang, le principe, c'est que ce sont des elfes qui refusent d'aller sous terre. Aller sous terre, c'est bon pour les nains. Ce sont vraiment les elfes qui ont dit non, on n'ira pas s'enterrer sous terre avec des nains en plus, à essayer de s'entendre avec les orques et les trolls. Les elfes sont au-dessus de ça, ils peuvent supporter l'arrivée des horreurs. Et donc ils se disent non, on va se faire une barrière magique en ronce. Et donc, voilà, comme ça les horreurs ne passeront jamais, nos meilleurs magiciens ont travaillé dessus. Donc là-dessus, l'apocalypse arrive. Et les horreurs, ils voient ce grand truc protégé magiquement un petit peu par des ronces, et ils le défoncent. Ils défoncent les protections, et ils rentrent, et ils commencent à massacrer les elfes. Et les elfes se rendent compte que de quoi se nourrissent ces horreurs, c'est de souffrance. Et ils font un énorme rituel. Je crois qu'il y a le chat qui pleure à la porte. Ils font un énorme rituel qui fait que des ronces sortent de leur peau et les fait souffrir en permanence. Donc les horreurs ne peuvent plus infliger de douleur elles-mêmes qui leur procuraient de la joie, parce que ces elfes souffrent de manière tellement intense en permanence, mais de par leur propre volonté. De par leur propre volonté, que ça n'apporte pas ce que les horreurs cherchent.
Et donc, ce sont des elfes qui ont des ronces, des épines Qui leur sortent de la peau. qui sortent de la peau et qui sont vénères. Parce que, Oui, oui. parce Que déjà, ils peuvent plus faire la bise. Enfin, Mm. un peu comme nous avec le Covid. Exactement. Et puis, ne fût-ce que pour se branler, C'est pas c'est un enfer. insoutenable. C'est un enfer. T'imagines, je crois que la procréation, ça doit être un petit peu comme les chats qui ont aussi des épines sur la bite. Ah là, exactement. Voilà, vous avez appris quelque chose. Et donc, il y a toute une campagne qui tourne autour de ces elfes qui est très sympa. Et à un moment, je suis en train de décrire à mes joueurs cet univers parce qu'ils savent certaines choses sur les elfes. Et donc, je leur dis, oui, et donc, vous savez que ces elfes de sang sont gouvernés par une très ancienne elfe qui s'appelle Alachia. Et là, évidemment, Alachia, évidemment, on va dire Alakia, parce que le H est muet. Non, c'est Alakia. Donc, il y avait le dieu Floranus, il y avait la déesse ou la reine Alachia. Et donc, il y a toute la table qui se met à rire. Et je dis, ok. Donc, ce que je vais vous raconter, c'est authentique. Hein. Je dis, ok. Allez, vous faites pas les ados. On se calme. Je vous lis, continue historique. Donc, la reine Alakia, hein, qui est devenue reine après la mort de la précédente reine, Fela. Fais la fellation. Mais, et en fait, je me disais, bon, c'est probable. Bah oui, c'est un jeu de rôle américain ou anglais, je sais pas. Et donc, mais tu vois, parce que fellatio, ça existe quand même, tu vois. Alachia, allez, Alachia, ça va. Mais même Floranus, tu vois. Floranus, ça marche en anglais aussi. Ça marche hein. en anglais aussi, donc je me disais, mais à quoi ils ont pensé quand ils ont nommé ces dieux? Je sais pas. Mais vraiment, c'est À un moment, moi, je me disais, je vais inventer mon propre dieu dans cet univers, il va s'appeler Bitoku, ce sera le dieu des forgerons, un truc comme ça. Voilà. Sinon, oui, donc, les premières parties d'Hearthstone qu'on a fait, Ça remonte à loin. Hein. ça remonte à loin, c'était avec David, Ouais. l'antédiluvien. L'antédiluvien. Antédiluvien. Le premier maître de jeu de la zone geek. Euh, Ça en dit long. et alors, il faut dire aussi que moi, Hearthstone, j'aimais bien les règles. En fait, elles étaient compliquées, elles n'étaient pas terribles, mais par rapport à tout ce qu'on faisait à l'époque, on faisait beaucoup de Donjons Dragons, on faisait du Warhammer, j'aimais pas les systèmes indécents, et j'aimais bien les règles Le système d'Hearthstone. indécent. Voilà, où c'était, tu avais un rang dans ton... Ça se trouve, c'est complètement différent maintenant, c'est peut-être mieux d'ailleurs. Tu avais un rang dans tes compétences, et ça disait, tu lances un D6 plus un D8 plus un D10 ou des trucs comme ça. Mhm. Et d'ailleurs, quand je vous ai fait à un moment un jeu de rôle Gorka Morka, c'était le système d'Hearthstone Ah ouais. qui, en évoluant de manière complètement chaotique, est devenu de manière très lointaine le système des critiques. Hmm. Et oui, et David. J'étais juste en train de me dire, moi je me souviens de mon personnage. Je me souviens qu'il y avait Hugues qui jouait avec nous. Hugues est un ami, un mec qu'on connaissait quand on était ado, mais qui fait plus partie du groupe depuis bien longtemps. Il faisait le Mais sylphelin, non ? il faisait un sylphelin. Et moi je jouais un cavalier Alors, orc. ça vaudrait le coup de raconter les sylphelins, parce que c'est une race originale. Ça a beaucoup de succès habituellement. Quand tu joues un sylphelin, en gros, tu joues une fée clochette. Oui. Tu fais 50 cm. Tu fais 50 cm avec des petites ailes de libellule. Mais t'as une force quasi identique à celle d'un humain. Un sylphelin peut lever un sac de 60-70 kilos, tu vois, avec ses petites ailes. Mais... et donc, ouais, moi, franchement, j'avais bien trippé quand j'avais créé ce personnage dans la campagne de David. J'étais un orc cavalier. Et dont le principe, c'était les armées de Gengis Khan, quoi. Donc vraiment, l'orc, avec son cheval, c'est la chose la plus importante pour lui. Et il y avait le sylphelin de Hugues. Voleur, je pense. Qui était voleur, qui se disait, et vraiment, au début de la première partie, il a dit, le cavalier, je peux venir me poser sur ton épaule. Et franchement, quand j'étais avec mon cavalier orc sur son cheval, avec le sylphelin qui pouvait te percer la gorge comme ça en volant, je me sentais invincible. Mais toi, je sais plus du tout ce que tu jouais. Alors, j'ai eu 2 personnages dans les parties de David. Mon premier, c'était un forgeron nain qui avait le minimum en dextérité, un des 4. Ah oui, t'étais le mec qu'on jetait dans les escaliers. Alors, j'ai un grand souvenir, c'est un moment où on doit grimper une falaise
Une falaise. Et donc, moi, c'était simplement impossible. Donc, tout le monde a dû grimper, faire un système de poulies avec des cordes et me remonter comme si j'étais une statue vivante, parce que j'avais une armure énorme. Comme un sac de pommes de terre. Comme un sac de pommes de terre. C'était vraiment, il fallait le trimballer comme un sac de pommes de terre avec des pieds. Par contre, sur le retour, quand on a dû descendre cette falaise, j'ai dit, j'ai le maximum endurance, je m'en fous, je saute. Et C'est punk. ça va? T'as perdu ça va. quelques points de vie, je m'en fous. Parce que j'avais voilà, 0 en dextérité, max en endurance. Mm. Et mon deuxième personnage, c'était un nécromancien. Ah, il y a le chien qui veut... Il y a le non, chien qui non, gratte la porte. non, non. Non. Voilà. Ah, note bien qu'il peut rentrer, moi je m'en fous. Ouais, ok. Oui. Oui, c'est la fête, par contre j'ai planqué ma bière. Ah Voilà. Donc tu entends des bruits bizarres, c'est le chien qui joue. Voilà, des bruits bizarres comme ça. Parce que Viens là, toi. Parce que c'est bizarre, parce que vous ne voyez rien. Ça se trouve, on vous fait croire qu'il y a un chien, j'ai rajouté les... j'ai rajouté les bruits. En fait, j'ai lu ça un gimp. Je l'appelle Bobby et je le frappe tous les soirs, il aime beaucoup ça. Et donc on en était où? Qu'est-ce qu'on racontait? Oui, je disais que j'avais un nécromancien Skrang, qui était une espèce d'homme lézard. Oui. Et mon but, en fait, c'était faire dans Dark Crystal, Un Skeksis. un Skeksis. Voilà. Et donc c'était un homme lézard bossu qui était pas très sympa. Et donc je voulais vraiment... On en reparlera tout à l'heure, mais la classe de nécromancien dans Hearthstone... Oui. Tu commençais tous avec le sort... votre ami. le sort de la danse des eaux. La classe nécromancien dans Hearthstone, je trouve qu'elle est très intéressante et très bien pensée. Les nécromanciens dans Hearthstone sont des gens ultra joyeux. Et d'ailleurs, je me souviens d'illustrations dans le bouquin, c'est con qu'on n'ait pas le bouquin, j'aurais bien pu la montrer. Il faut imaginer un espèce de druide clochard. Enfin, notez bien que les druides étaient un peu tous des clochards, mais un espèce de clodo avec des os partout, mais qui était vraiment dans une pose de danse, mais comme un Tom Bombadil, en fait. Et je me souviens que la description de la classe, c'était de dire les nécromanciens, c'est des gens qui ont compris la mort. C'est des explorateurs c'est des thanatonautes, entre guillemets. Et donc, eux savent vraiment qu'il faut profiter de la vie. Parce que quand la vie est finie, ben, on n'est plus que des ingrédients pour l'art de la nécromancie. Et donc les nécromanciens dans Hearthstone sont des gens qui profitent de la vie, qui ne loupent jamais une occasion de boire un verre, de danser, de chanter, de faire l'andouille. Et c'est pour ça que Moustache, dans la deuxième séance... Mais continuons peut-être sur les parties de David. Mais je me souviens qu'on a déjà raconté dans la toute première fois les actions réelles que faisait David, où à un moment il nous a fait courir. Et on était pourchassé par une horreur qui ressemblait à une espèce de tigre géant. Oui. Et donc on ne pouvait pas le combattre parce qu'une horreur est imbutable. Et on devait courir. Et il nous a fait courir en action réelle. Donc, et selon nos dextérités, on était plus ou moins près de lui. Et comme moi, je suis nul en sport et j'avais très peu en dextérité, c'était impossible pour moi. En fait, j'aurais dû mourir. J'ai encore un autre souvenir de Hearthstone masterisé par David. C'est que dans le groupe... Alors, je sais plus si c'était Seb ou si c'était quelqu'un d'autre qui jouait un obsidien. Et les obsidiens, c'est une race, c'est des gens en pierre, quoi. Et c'est des espèces de golems de pierre, mais intelligents, etc., etc. Ils ne sont pas complètement en pierre, mais leur peau est minérale et pierreuse. Et c'est pour ça qu'on peut utiliser leur peau pour faire des armures. Ah oui, il y a des salauds qui dépècent des armures en peau d'obsidien. Exactement. Et donc, et en gros, donc, il y avait cette action réelle où David devait essayer de nous rattraper. Et le mec qui jouait l'obsidien, c'était déjà celui qui, à mon avis, qui avait la pire condition physique d'entre nous. Et il était tout prêt. Et évidemment, il s'est fait choper. Et on devait le trimballer dans un chariot. Ok. Attends, ou alors... Je suis peut-être en train de confondre les deux séances. Je viens de me souvenir que j'ai fait du Hearthstone en tant que maître de jeu avec le groupe de Warhammer. Ah bon? Parce que je me souviens de celui qui jouait Gormak. David?
C'était... Non, c'était Attends, pas ah David. non, Gormac. Non, Oui, je confonds. qui avait joué un Je confonds obsidien Gormac et et Norgrim. il s'était mis le maximum en force et c'était un gros bourrin qui butait tout sur son chemin et je lui expliquais oui mais écoute les obsidiens ils sont super forts mais en même temps ils sont super sages et gentils et tout et j'avais dû un petit peu expliquer ce truc là et je n'ai aucun autre souvenir de nos parties avec David. J'ai pas beaucoup d'autres souvenirs. Et en fait, Il je y a- n'ai à peu près aucun souvenir des Est-ce parties que qu'il j'ai y a- masterisées moi. Et c'est pas dans Hearthstone masterisé par David qu'on a massacré une pauvre petite bestiole en lui arrachant les yeux et qu'il était tout choqué parce que... C'est possible. Oui, oui, quand il sortait de son bouquin. Oui, il sortait des petits gognolos de son bouquin et... C'est possible. Ouais. C'est pas les épisodes les plus glorieux de notre carrière de joueur de jeux de rôle. Et en même temps, on avait 15 ans. Où il y avait une petite créature moqueuse. Une petite créature moqueuse qui arrive en mode... Abonnez-vous à Gobelin Moqueur. Et puis finalement, je sais plus qui arrive à la choper. Et ça a été la curée. C'était abject. Rien qu'en y repensant, chaque joueur décrivait les tortures qu'il infligeait à ce pauvre petit PNJ qui nous avait inventé, qui était le petit lutin farceur. Et oui, c'est vrai que moi j'aurais été le maître de jeu, j'aurais été choqué aussi. À fond. Mais bon, bref, on s'est amélioré par après. Ouais. Et en fait, en fait, je me souviens plus que je me souviens d'avoir masterisé la campagne des Ailes de Sang, mais je me souviens même plus des gens qui jouaient avec moi. Écoute, oui, ça remonte à loin. Mais ici, moi, c'est vrai que j'ai un petit peu dit tout ce dont je me souvenais. Tu vas pouvoir par contre nous raconter un truc que je ne connais pas, qui sont les parties. Parce que moi, je suis parti à Namur faire mes études d'infographie. Et donc, il y a eu une période de jeux de rôle où on était séparés, où moi je faisais des jeux de rôle à Namur, toi tu faisais des jeux de rôle à Bruxelles. Et c'est là que Moustache s'est intégré au groupe, ainsi que d'autres. C'est-à-dire que c'était encore... Oui, donc là nous allons parler d'histoire où il n'y avait pas Gilus. Donc évidemment nous allons tomber dans le sordide. Je me retrouve à Bruxelles et c'était même avant... C'était avant que je commence à masteriser Deadlands. Donc c'est vraiment au tout début. Et je me rends compte que je suis un peu le dernier maître de jeu de la bande, quoi. Et donc c'est une époque où il y avait plein de gens qui voulaient jouer au jeu de rôle, mais il y avait encore plein de gens qui voulaient masteriser, qui comment dirais-je, fantasmaient sur le fait de devenir maître de jeu. Et donc un bon ami de l'époque, Sky, c'est la première fois qu'on parle de lui. On parle de Sky. Non, on a déjà parlé de Sky pas mal dans l'épisode sur les livres de Saint-Cano. Ah oui, c'est vrai. Trucs, c'est très juste. C'est-à-dire que j'aimerais bien essayer de retrouver un jour des souvenirs des Donjons et Dragons qu'on a fait avec Sky, Rix et tout ça, où Sky jouait un gnome druide. Où il y a toute une histoire comme quoi il avait soi-disant enculé une biche. Une biche, oui, et on s'est foutu de sa gueule. Le bois qui tousse, des machins comme ça. Je sais plus, mais je sais même plus ce que je jouais. Mais bref, donc Sky se décide, mais comme ça, à masteriser, quoi. Enfin, il lit le bouquin, et bon, bah, on se dit, ça risque d'être un petit peu laborieux, un petit peu difficile, parce que c'est son premier jeu de rôle. Et au début... Excusez-nous si on a les mains en bas, il y a mon gimp qui nous lèche les doigts. Voilà, c'est... Et quand Z va arriver, la fête va pouvoir commencer. Il faut que quelqu'un fasse un portrait de nous deux en train de faire Histoire de des vins avec un gimp tout en cuir noir, tu vois, en train de lécher les doigts à Gilus. Voilà. Ah, le gimp, oh, yeah. Bon, bref, allez, où est-ce que on en était? Redevenons sérieux 2 minutes. Et donc Sky commence à maîtriser Hearthstone, univers que moi je connais déjà un petit peu. C'est fini, oui, c'est pour moi les bières. Et ton chien il est capable de prendre une bouteille en verre entre ses dents? Tout est possible. Enfin ton gimp. Et en fait au début tout se passe bien. La partie de Sky... il avait pris un scénario tout fait, qu'il avait trouvé dans le commerce. Et il y a 2 choses à dire vis-à-vis de cette campagne.
c'est que c'est, je crois, l'arrivée de Moustache dans notre groupe de jeux de rôle. Et je crois que Moustache n'avait jamais fait de jeu de rôle avant. Et donc lui, il a directement tiqué sur le nécromancien. Et donc Moustache jouait un nécromancien. Et moi, et alors la deuxième chose à dire, c'est que moi j'ai joué mon premier elfe. Donc là, il faut imaginer que j'ai peut-être 23, 24 ans. Je faisais des jeux de rôle depuis une dizaine d'années. Je m'étais toujours interdit de jouer un elfe. Parce que les elfes, c'est des tarlouses. Ça pue. Ça sent la charogne. Et tout le monde s'était toujours fait troller quand il jouait un elfe. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. C'est très légitime. Et là, je m'étais dit, je vais jouer un elfe, mais je vais jouer un elfe balèze. Et mon personnage... Il faudrait qu'on parle du donjon de poche où tu as joué un elfe des Bayous. L'elfe des Bayous. Mais alors là, j'ai inventé un personnage, une race et une culture. Ce sera un prochain, parce qu'il y a Florian qui a masterisé il n'y a pas longtemps. Tu peux pas dire que c'est Florian, ils vont encore croire que c'est un 1er avril. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, je jouais un barbare, enfin, ou en tout cas un guerrier avec une arme à deux mains, elfe. Et en fait, mon personnage, c'était Link. On peut pas le décrire autrement que Link dans Zelda. Et donc, je me souviens qu'au début, ça tournait vraiment bien. On était super sages. Les nouveaux joueurs, ils étaient un peu intimidés par le jeu de rôle. Enfin, par le jeu de rôle qu'ils venaient de commencer. Les plus anciens joueurs se disaient, ouais, allez, Sky lance sa première campagne, on va le respecter, on va un peu suivre le scénario à la lettre. Et je me fais respecter. Et je me fais respecter, et même que je suis là pour confirmer. Et au début, ça a bien tourné. Et puis, il y a un moment où tout est parti en couille. Et je pense que ce moment où c'est parti en couille, c'est le tabouret dans la gueule du personnage de Moustache. Ok, raconte. À un moment, il y avait Michel qui jouait avec nous à cette époque-là. Il y a eu, on vous a déjà parlé dans les zones geeks, dans les histoires au coin du D20, du moment où des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, qui font leur premier jeu de rôle, à un moment se rendent compte à quel point ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et c'est peut-être moi qui ai déclenché tout ça. Toujours est-il qu'à un moment dans l'aventure, on devient les propriétaires d'un bateau. Et le maître de jeu nous dit « Ah, oui, vous voyez le marchand qui arrive et qui dit « Oh, mais qui est le capitaine de ce bateau ?» Et moi, à la cantonade, je dis « C'est moi le capitaine. » Parce que, en gros, les autres savaient très bien que, déjà, c'est sur le capitaine qu'on va faire peser toutes les conneries du groupe. Mais bon, moi, mon personnage, je le voyais un peu héroïque, donc je dis oui. Et puis, je me souviens qu'à un moment, je vais pas dire que je me suis embrouillé avec Michel, c'était pas ça, mais je donnais des ordres. Et lui, il était en mode, bah non, je t'obéirai pas, t'es un capitaine fantoche, c'est tout. Et donc ça m'énervait. Et il y a le tabouret dans la gueule du nécromancien de Moustache, je sais plus ce qui se passe, mais il m'énerve, et l'ambiance autour de la table est bonne, hein, y a pas de... Ça n'est pas en train de sortir du jeu de rôle. Mais je dis, mon elfe prend un tabouret et il te l'éclate dans la gueule. Et Sky, en bon maître de jeu, dit ouais, mais ça doit faire mal, je vais faire les dégâts pour de vrai. Et en plus, t'as beaucoup en force. Et je passe à 2 doigts de tuer le nécromancien de Moustache. Et moi, je suis en mode, je m'excuse, moi je voyais plutôt ça comme une bagarre dans Benny Hill, c'était pour rigoler, quoi. Et Moustache, pas content du tout, dit ah, mais moi je vais commencer à lancer un sort, la danse des eaux. Lâche. Et il y a mon Gimp qui joue avec des trucs. Il peut laisser un peu jouer, le pauvre. Il est dans sa cage toute la journée. Et en fait, donc en gros, Moustache me lance un sort que je ne connaissais pas du tout, qui est la danse des eaux, qui permet au nécromancien de prendre le contrôle magiquement du squelette d'une personne vivante. Et il me fait sauter par-dessus bord. Et donc là-dessus, mon personnage, qui est quand même assez athlétique, réussit à remonter sur le bateau, mais il y avait quelque chose qui s'était brisé à ce moment-là. Et j'ai plus d'anecdotes particulières à partir de ce moment-là, juste que
on a commencé à se tirer dans les pattes les uns des autres. Et on a commencé à... En gros, à ce moment-là, Sky, sa motivation est descendue, parce qu'on ne faisait plus ses aventures. Jusque-là, on suivait l'aventure. Ah, il faut aller à tel endroit pour faire tel truc. Et on le faisait. Mais là, il y avait des rivalités entre joueurs qui prenaient le dessus sur tout le reste. Et lui, en tant que maître de jeu qui commençait, ça, je pense que ça l'a complètement démotivé, en fait. Et c'est comme ça qu'un jour, on est arrivé à une partie, et on voyait bien que Sky, il avait rien prévu du tout. Et il nous a fait style... Ça arrive à tous les bons maîtres de jeu. Oui, mais bien sûr. Et en gros, il nous a fait... Bon, alors il y a un mec, il arrive dans l'auberge et il dit, je cherche des gens pour aller à la chasse pour moi. Ah, mais nous, on peut aller à la chasse et tout, parce qu'on était en mode, on veut tuer. C'était tuer des mobs ou nous tuer entre nous. Je veux devenir un tueur professionnel. Tuer. Et donc, en gros, il nous fait, voilà, vous allez dans la forêt, vous me tuez 5 sangliers, parce que j'ai besoin de 5 fois de sangliers. Et on s'est dit, mais putain, le maître de jeu, il a même pas prévu d'aventure. Mais en fait, oui. Parce qu'en gros... Le World of Warcraft niveau 1. C'était la quête de World of Warcraft niveau 1. Mais en gros, ils se disaient, bon, bah, vu qu'ils passent leur temps à se chercher, à essayer de s'entretuer, ben, on va les envoyer dans les bois. Et ça va être Battle Royale, quoi. Et du coup, ben, nous, en fait, on était plus motivés. On avait même plus envie de s'entretuer. Et voilà. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. Je viens d'avoir un souvenir de ce qui est probablement ma dernière séance de Hearthstone en tant que maître de jeu. C'est bien dans Hearthstone où il y avait des bateaux volants. Et une des classes, c'était pirate du ciel Absolument. ou quelque chose comme ça. Absolument. Ou marin du ciel. Enfin voilà, ouais. Les marins du ciel. Eh ben, je me souviens d'une partie qu'on a fait où Mathieu jouait un nain mais oui. pirate du ciel. Et donc vous étiez dans un espèce d'immense château volant. Et vous étiez attaqué par des espèces d'esprits du feu. Oui. Putain, je me souviens de ça. Et dans mon scénario, j'avais prévu ceci. À un moment, le bateau va commencer à chuter, mais le joueur qui est un pouvoir de pirate du ciel va pouvoir utiliser sa compétence spéciale unique pour stopper le château, pour qu'il atterrisse en se détruisant un petit peu, mais pas en tuant tout le monde. Et donc je mets Mathieu sur le fait à ce moment-là, et il me dit mais j'ai aucun point dans cette compétence parce que je n'aurais jamais cru avoir l'utilisé un jour. Et je dis ah ok, fais ton jet. Raté. Et donc là-dessus j'ai dit ok, on va voir ce qui se passe la séance suivante. Et j'ai plus fait de séance. J'ai arrêté là. C'était parce qu'en gros, j'étais censé tuer tout le groupe. C'est dingue que tu t'en sois souvenu parce que j'avais oublié ça. C'était le Ultimate Cliffhanger. C'est vraiment le bateau qui... Et c'était une forteresse en plus. Et puis c'était fini. En gros, on a changé de jeu de rôle la semaine d'après. Voilà. Comme ça peut nous arriver. Voilà. Et donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce que je pourrais dire sur Hearthstone. À part ressasser d'autres trucs et tourner autour du pot, moi je ne sais pas très bien quoi dire de plus sur Hearthstone. Mais voilà. À part que c'est un chouette univers qui vaut la peine qu'on se plonge dedans. Peut-être que les dernières éditions sont vraiment très cool et modernes et tout, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Et là, on a commencé à avoir du bruit. Il y a le chien qui bouffe un os là, enfin le gimp qui bouffe un os là. Il y a le chat. Il y a le gimp qui mange un os par terre. Il y a l'homoncule qui est en train de miauler dans les escaliers. Enfin bref. Les voyeurs, ils vont penser que ta maison, c'est la Adam's Family. J'aimerais bien avoir une petite main. Bref. Avant de partir, je vais juste dire encore une dernière fois. Bientôt, sur Goblin Invoker, il va y avoir un conte qui se passe dans l'univers de Warhammer 40 000. Ce sera l'épisode 8. Donc, 8. À la belge, 8. Et donc, allez jeter un œil. Et c'est cool. Eh ben oui. Et voilà. Et Hearthstone. Voilà, Hearthstone, ça fait 7 ans qu'on le promet. Je te jure, j'ai beau me creuser la tête, il y a rien voilà, de plus. tournons pas autour du pot, ça fait 7 ans qu'on le promet. Ouais. Je pense qu'on a dit tout ce dont on se souvenait, ce qui était voilà, assez chaotique, comme vous le remarquez.
Et voilà, et j'espère que ça vous a quand même plu, malgré les conditions pas idéales. J'aimerais bien qu'on refasse des enregistrements extérieurs, c'était quand même plus cool. On est désolé pour les bruits du Gimp qui traîne son moignon sur le sol. Voilà. Pas bien, Gimp. Mal. Bon. Eh bien, là-dessus, on vous dit à la prochaine. Bye bye bye.